this kind of a ceremony or party is bigger than the ordinary wedding ceremony. Voilà, une des cérémonies, des plus belles cérémonies qu'on peut voir à Okinawa. Donc là, vous avez des personnes qui fêtent leur 97e anniversaire, qui est une date importante. Il faut savoir que les cérémonies pour ce type de choses sont bien plus importantes que pour les mariages. Et ça, c'est l'exemple de la valorisation des seniors dans la société, des personnes âgées. À 97 ans, on a la sagesse, on a la chance d'avoir vécu jusqu'à cet âge-là, donc on est célébré, donc on est fêté dans le village, et c'est une fête qui est vraiment une fête totale et complète de toute la communauté. Next, please. Now, finally, which one would you like to be? Frail and robust. That's recently lots of frail and bedridden or demented elderly is increased, but a robust elderly is not so much increased, almost same. That's maybe they are due to the lifestyle, life habit, influenced by the lifestyle maybe. Voilà, donc, ça se passe de commentaires. En tout cas, pas mal de choses que vous avez pu voir là dans cette conférence qui vous permettent de constater qu'il y a un certain nombre d'éléments, de facteurs qui relèvent du choix personnel, de la philosophie personnelle de vie, de la place que vous occupez dans la société en avançant en âge, avec, vous voyez, des résultats différents. Now, finally, I will say the longevity has the two kind of meaning. One of them is a long lifespan. Another is a congratulation, a celebration, especially in the Oriental meaning in Japan and China. That's a celebration or congratulation is very strong meaning for longevity. But in the Occidental area, maybe the longevity means the kind of a long life span maybe. But I like to put more stress to the celebration of congratulation and the longevity. Voilà. Et puis pour le futur des études sur la longévité, la philosophie de Dr Suzuki et en général des scientifiques consiste bien sûr à étudier les pathologies liées à l'âge, mais peut-être de ne pas mettre tous les efforts là-dessus, mais plutôt d'étudier les pathologies liées à l'âge, étudier plutôt les façons qui permettent d'éviter et de prévenir ces pathologies, et de concentrer un certain nombre de recherches dans ce domaine-là qui pourraient être au moins aussi porteurs que le simple domaine qui consiste à soigner les pathologies une fois qu'elles arrivent les unes après les autres. Now, the tomorrow longevity study, three kind of things are emphasized. One of the longevity should be healthy, active, successful, and robust long life. Second is less emphasis on the study of age-associated diseases and pathology. Third one is more emphasis on the study of mechanisms of healthy longevity, aging. No. So, maybe you can understand it. Now, just like that. okay, so thank you very much for your intervention. Thank you very much for your Bien, donc vous voyez des choses très intéressantes, très variées. Alors le docteur Kurtek qui est arrivé va pouvoir prendre le relais, donc il nous reste une demi-heure pour présenter des choses un petit peu plus pratiques au niveau de la nutrition, au niveau de la santé. Docteur Kurtek est donc un spécialiste de la nutrition, de conseils très pratiques dans ce domaine-là. Voilà.
Oui, bonjour. Donc, je remercie le Dr Suzuki qui a créé, disons, une œuvre historique. Je pense qu'elle restera dans l'histoire. Une œuvre pionnière d'études à la fois des centenaires qui n'avaient jamais été faites aussi profondément, aussi complètement, puisqu'elle dure depuis 38 ans et qu'il a vu plus de 2000 centenaires. Et par ailleurs, il nous a permis d'hériter, donc de profiter des enseignements d'un vieillissement extraordinairement réussi, pour le moment le plus réussi connu dans le monde, dans l'histoire. C'est une histoire qui remonte à 2200 ans, puisque dans la littérature antique chinoise, le premier empereur de Chine, celui que vous connaissez tous par l'armée d'argile de 7000 soldats qui a été découverte à Xi'an, eh bien, a envoyé des espions à Okinawa pour savoir quel était le secret de ces vieillards qui avaient une telle jouvence. Donc, il y avait dans l'inconscient de la littérature asiatique déjà un mythe, une légende, que dans ces îles des mers du sud de la Chine, il y avait, des mers de l'Est, pardon, qu'il y avait quelque chose qui se passait au niveau des secrets de la longévité. Et alors, l'extraordinaire mérite du docteur Suzuki, ça a été dans les années 70, suite à l'examen d'une centenaire qui était en très bonne santé, de découvrir sur 28 centenaires, 24 qui étaient en bonne santé, et donc de présenter un dossier au ministère de la Santé japonais pour faire cette fameuse étude des centenaires d'Okinawa qui a bouleversé le monde des sciences du vieillissement, puisque jusqu'à présent, le modèle principal qui nous inspirait pour bien vieillir, c'était le modèle crétois, le modèle méditerranéen. Ce modèle, évidemment, reste valable, puisque on a hérité, grâce à ça, de l'idée qu'il fallait manger plus de fruits et de légumes. Ça reste tout à fait valable, on va le retrouver à Okinawa. De consommer plus de poissons que de viande, on va retrouver ça à Okinawa. De consommer plus de céréales complètes, d'acides gras oméga 3 qui sont dynamisants, on va en parler un petit peu. C'est important, nous on en manque énormément. Tout ça reste valable. Simplement, on va voir que le modèle Okinawa va beaucoup plus loin, à la fois dans les performances de longévité et surtout de santé, et qu'il nous apporte un enseignement très important, qu'on ne peut pas tout faire avec l'alimentation. On va voir qu'il y a des choses spécifiques à Okinawa, par exemple la consommation de soja ou d'algues qui est très élevée et qui amène des choses qui n'existaient pas en Crète et qui nous manquent aussi. Par exemple, on manque d'iode. Et par ailleurs, on va voir que c'est un modèle beaucoup plus complet. Le docteur Suzuki a déjà mis en avant le fait que le mode de vie, le soutien social, l'activité physique est très importante. Et ça, c'est quelque chose qui ne faisait pas partie de ce modèle méditerranéen. Donc, pourquoi est-ce le monde a été, je dirais, bouleversé à partir des années 2000? Ça a été l'objet d'un best-seller aux États-Unis, inspiré par les travaux du Dr Suzuki, qui a lui-même écrit un livre avec les frères Wilcox du Canada. Ça a été un raz-de-marée parce que, eh bien, tout simplement, on a non seulement le record mondial de longévité, les femmes vivent, il l'a montré, pratiquement 87 ans à Okinawa, mais on enregistre 15% de ce qu'on appelle les super centenaires, des personnes qui ont plus de 110 ans. Et il faut savoir que Okinawa donc, fait 1,3 million d'habitants, ça représente que 0,002% de la population. Si on fait un petit calcul arithmétique, c'est 7500 fois plus que ce que l'on pourrait attendre. Donc il y a un phénomène véritablement spectaculaire de longévité. Il a montré aussi qu'il y avait 2 fois plus de centenaires à Okinawa qu'au Japon, alors que le Japon est le recordman mondial de la longévité, du nombre de centenaires. Et Okinawa fait 2 fois plus au niveau du nombre de centenaires. Par ailleurs, évidemment, ça n'a aucun intérêt de vieillir longtemps, enfin de durer, si c'est pour être dans un état lamentable, d'être grabataire, touché par un accident vasculaire cérébral, hémiplégique, Alzheimer, ou simplement pas autonome, déprimé, enfin bon. Le tableau de la vieillesse en France et dans nos pays occidentaux est assez gris. On n'a pas envie de vieillir, on a l'impression que c'est un déclin, qu'on va être inutile, qu'on va être un mangeur de médicaments, qu'on va être plutôt une charge pour la société. Et je crois que la première chose très importante, on va le voir, c'était de changer cette image du vieillissement. Et là, Okinawa, au-delà des chiffres qu'on va voir, nous apporte, ça va être, vous verrez, dans le livre que j'ai écrit à partir des travaux du Dr Suzuki et des frères Wilcox, la première chose à imposer, c'est-à-dire une nouvelle image du vieillissement, une image positive. C'est-à-dire qu'on va être heureux d'être de plus en plus âgé, on va dire même qu'il y a un phénomène de fierté, que plus une personne devient âgée, plus elle est respectée, valorisée,
entourés, appréciés, fêtés. Alors, il y a une fête en mois de septembre, on vient toucher les personnes âgées, habillées de manière prestigieuse avec de la soie. Elles sont trimballées dans les villes avec des petits, comme des enfants, avec des petits moulins à vent en plastique. Les gens viennent les toucher comme des porte-bonheur. Vous voyez, il y a une image vraiment très très différente. Évidemment, quand même, il faut quelque chose, c'est quand même rester en suffisamment bonne santé pour pouvoir apprécier cet état de grande longévité. Et ça représente un certain nombre de choses très simples. C'est d'abord qu'il n'y a pas de surpoids chez ces anciens, quasiment pas de diabète, 3 fois moins de symptômes à la ménopause, le risque de fracture du col du fémur sont réduits par exemple de 40% par rapport aux États-Unis. Bon, quand j'y suis allé en 2005, on n'a enregistré que 3% de grabataires. Malheureusement, le docteur Suzuki nous apprend qu'avec l'augmentation du nombre de centenaires, quand je suis allé en 2005 à Okinawa, il y avait environ, il suivait 700 centenaires. Maintenant, il y en a 900. Et plus le nombre de centenaires augmente, malheureusement, plus il y a un nombre de personnes, si vous voulez, plus important qui n'est pas aussi en bonne forme. Et là, il y a certainement quelque chose aussi à apporter, même à Okinawa. On verra qu'il y a des choses que nous faisons mieux qu'eux, par exemple le vin rouge, l'huile d'olive, bon. Et puis peut-être qu'il y a d'autres choses à compléter. Alors, Okinawa, c'est pas parfait, mais c'est un exemple réel. C'est-à-dire que sur 1,3 million de personnes depuis 2000 ans, il y a un vieillissement réussi qu'on a pu objectiver par des méthodes scientifiques. Qu'est-ce que ça nous apprend? Voilà, si vous voulez, l'objet principal de ma présentation. Donc, vous savez qu'en France, dans nos sociétés, les 2 principales causes de mortalité et de morbidité sont les maladies cardiovasculaires et les cancers. Et bien, on enregistre 80% en moins de ces pathologies graves qui sont les premières raisons pour lesquelles on est malade ou pour lesquelles on décède. C'est considérable. Alors, par ailleurs, ceux qui font un infarctus ont 2 fois plus de chances de survie, par exemple, qu'aux États-Unis. Si on prend le cancer du sein, qui est le cancer le plus fréquent chez la femme, on enregistre comme fréquence 25 pour 100 000 personnes à Okinawa, un peu plus au Japon, 33, en Grèce 2 fois plus, 52, en France 4 fois plus pratiquement, 92, c'est considérable. Et puis au niveau des décès, donc 6 femmes pour 100 000 en décès à Okinawa, 22 en France. Le deuxième cancer le plus fréquent, c'est le cancer de la prostate chez l'homme. On en enregistre que 10 pour 100 000 à Okinawa, un peu plus au Japon, 2 fois plus en Grèce et 6 fois plus en France. Et vous voyez que pour les décès aussi, eh bien, on passe de 4 à 18 pour 100 000 au niveau des causes de décès. Chez les nonagénaires, au niveau cérébral, le test des capacités intellectuelles sont pratiquement ceux des personnes adultes jeunes, chez 80% des hommes qui ont des scores donc cognitifs meilleurs que ceux des femmes. 60% d'entre elles ont de très bons tests. Par contre, en France, regardez la comparaison qui est quand même impressionnante, c'est qu'on enregistre une baisse tout à fait significative des tests cognitifs chez la moitié des Français après 50 ans. On est vraiment dans 2 univers très différents. Et si on enregistre les taux de démence, alors malheureusement ça aussi ça a changé, il y a une augmentation de la fréquence des démences, mais on a 6,7% en 2005 donc de démence chez les centenaires. On s'en plaint à peu près 10 fois plus dans nos sociétés. Or, quels sont les enjeux de ce modèle Okinawa? Aujourd'hui, le vieillissement, le Dr Robin nous a communiqué les courbes impressionnantes. On a une montée en puissance, si vous voulez, de la longévité dans nos pays aussi, hein, pour des raisons qu'on va essayer d'expliquer tout à l'heure et qui vont nous aider aussi à comprendre comment mieux faire. Eh bien, vous savez qu'aujourd'hui, par exemple, il y a 12 millions de plus de 60 ans en France. On en attend 22 millions en 2050. Il va falloir étendre la surface du salon des seniors dans les années qui viennent. Alors, l'enjeu, c'est qu'évidemment, tout le monde le sait aujourd'hui, eh bien, le nombre des actifs par rapport à celui des retraités va être de plus en plus défavorable, que malheureusement, plus on entre en âge, plus on est coûteux sur le plan médical. Vous connaissez déjà les scores de la sécurité sociale, vous connaissez les chiffres du déficit du budget français. On dépense, je crois, 64 à 67% de tout ce que l'on gagne chaque année en France uniquement pour payer les intérêts de la dette. Donc, on est techniquement en faillite, comme l'a dit le Premier ministre. Et où est-ce qu'on va dans une situation qui se profile clairement? On peut dire que c'est une sorte de catastrophe annoncée. Et je pense que les travaux aujourd'hui menés par le Dr Robin, qui a aussi été le précurseur
de l'étude de ce vieillissement auquel, je pense, personne ne croyait vraiment quand tu as commencé à travailler, qu'il allait avoir une telle importance d'étudier les personnes les plus âgées. Mais on s'aperçoit que c'est un phénomène qui, quantitativement, économiquement, socialement, humainement, va être considérablement important et qu'il y a quelque chose qu'il va falloir faire de radical, de profond, d'efficace, si on veut tout simplement survivre, parce que, en dehors de la crise, eh bien, en général, il y a un véritable problème de fond. Si on prend l'exemple de l'Alzheimer, aujourd'hui il y a 860 000 personnes en France diagnostiquées Alzheimer, on enregistre 160 000 nouveaux cas chaque année, on estime que 50% des cas ne sont pas vraiment diagnostiqués, et déjà pourtant, ces 860 000 personnes touchent, ça représente avec ces malades et leur entourage, 3 millions de personnes concernées en France, c'est-à-dire 5% de la population. On prévoit 1,3 million de personnes touchées par l'Alzheimer en 2020, 81 millions de personnes dans le monde. Or, cette pathologie, on le sait, on ne sait pas la traiter. On a des médicaments qui sont considérés par les études comme inefficaces. Si on compare l'état de santé des personnes traitées ou non traitées, il n'y a pas de véritable différence significative. On ne sait pas traiter la maladie d'Alzheimer. Donc, que pouvons-nous faire? C'est un exemple, hein, mais c'est la même chose pour le cœur, pour la peau, pour l'os, pour le muscle, tout vieillit. Et donc, comment font les Okinawaïens pour ralentir le vieillissement, puisque c'est de ça qu'il s'agit? On repousse chaque année de à peu près 2 à 3 mois l'espérance de vie. Et comment faire surtout pour vieillir de façon à en profiter, de pouvoir apprécier cet état d'avancer en âge avec le sourire. C'est le titre de la conférence qu'on a choisi de prendre parce qu'en pratique, eh bien, c'est ça qui nous intéresse, bien sûr. Alors, ils consomment moins de calories. Et on va voir pourquoi c'est très important, parce qu'ils arrivent à faire plus d'énergie. On est frappé, quand on va à Okinawa, par la vitalité des personnes âgées. J'ai été conduit de Naha, la capitale, à Okinawa City, qui est quand même assez éloignée, en pleine tempête, avec vraiment impressionnante, un grand vent, une pluie, par un monsieur de 86 ans qui était un peu parkinsonien. Et j'étais un peu inquiet quand même. Je lui ai dit, vous êtes sûr que vous pouvez me conduire? Il n'y avait pas de problème. Et si vous voulez, il était très calme, ça s'est très bien passé. Et on voit partout des gens très âgés, extrêmement actifs. Monsieur Suzuki nous a montré de nombreux. Et la première partie du livre que j'ai écrit à partir de ces travaux, qui s'appelle Okinawa, un programme global pour mieux vivre, hein, c'est tout de suite, on se situe par rapport à la Crète, qui était purement alimentaire, c'est un programme global. Eh bien, on a dans un axe, si vous voulez, d'abord la description de personnes qui sont heureuses, actives, souriantes, dansantes, qui jouent au croquet à l'entrée des villages, qui gardent un rôle dans la société, dont beaucoup continuent à travailler. On n'a pas peur, quand on est veuve à 80 ans, d'ouvrir un magasin de fleurs. Et puis, la communauté soutient ces activités de personnes âgées. Par exemple, si l'épicière à 95 ans est plus tout à fait efficace, on va quand même lui acheter. Ça fait partie du principe communautaire. On a vu la récolte de la canne à sucre, qui a été relativement bien conservée, même dans le milieu urbain. Ce qui est un phénomène tout à fait étonnant. Moi, j'ai parcouru beaucoup d'endroits dans le monde, et je veux dire que seulement à Okinawa et à Bali, j'ai pu constater un tel esprit communautaire de soutien. J'en ai pas vu d'exemple aussi impressionnant ailleurs, et les résultats sont là. Et donc, ces personnes âgées ont beaucoup d'énergie, et on verra qu'il y a pratiquement un lien très clair entre la vitalité au quotidien, toute la vie, et la capacité de bien vieillir, de conserver sa santé. C'est assez simple à comprendre. Si vous êtes fatigué, vous avez moins d'énergie pour lutter contre les virus et les bactéries. C'est quand on est fatigué qu'on attrape une grippe. Si vous avez moins d'énergie, vous avez moins de faculté de résister aux polluants, dans l'air qu'on respire, dans l'eau qu'on boit, dans les aliments qu'on mange. Vous avez moins de faculté de vous réparer, de maintenir vos tissus, vos neurones, vos cellules de cœur. La maintenance, c'est pas quand on s'occupe de faire la révision de la voiture, il faut injecter de l'argent, du temps, c'est un investissement. Donc si vous voulez, tous les jours, nous devons nous investir dans des processus de réparation, de défense contre un certain nombre d'agresseurs.
Et si on est fatigué, qu'on manque d'énergie, eh bien, on va s'user plus vite, on va être plus vulnérable à tous ces agresseurs, qu'ils soient infectieux, toxiques ou autres. Et donc, c'est très simple à comprendre, l'énergie, c'est le nerf de la guerre. Et donc, il y a un secret là, Okinawa, premier secret très important, c'est comment faire plus d'énergie, et en plus avec moins de calories. Alors pourquoi c'est si important? C'est parce que quand on brûle les sucres et les graisses au feu de l'énergie, eh bien, on fait des déchets, ce qu'on appelle les radicaux libres, et on a découvert que c'est ça qui nous fait vieillir. Donc, il y a un double effet très important, c'est que si on va faire plus d'énergie avec moins de calories, on va non seulement avoir plus d'énergie tout de suite, mais on va durer plus longtemps parce qu'on a plus d'énergie pour se défendre, et qu'en plus, on va faire moins de déchets. Une première clé pour faire cette énergie, c'est de s'oxygéner. Voilà une chose très simple et qui ne coûte pas cher, c'est d'apprendre à respirer. Dans toutes les traditions asiatiques, que ce soit le yoga, le qigong, et à Okinawa, on a inventé une forme de karaté très célèbre. Beaucoup de Français ont été apprendre cette forme de karaté à Okinawa. Eh bien, on respire. Respirer, c'est apporter suffisamment, si vous voulez, d'un aliment gazeux indispensable pour brûler les calories correctement. Or, on vit dans des atmosphères confinées, on respire superficiellement parce qu'on n'a pas appris, parce que chez nous, ça paraît naturel. On respire, on s'assoit, on marche, ça ne s'apprend pas. Mais si, ça s'apprend. Gonfler le ventre à fond, les poumons, on fait des petites rétentions. Ce qu'on appelle la respiration complète consciente est extrêmement importante. C'est simple, mais c'est un outil d'énergétisation dont profite d'abord le cerveau, qui est très habitant d'oxygène, et ensuite qui est aussi un outil de relaxation. C'est-à-dire que quand on est tendu, un peu perturbé par n'importe quoi, le fait de respirer est un outil de recentrage et de détente. La vitesse des apports caloriques à la mitochondrie. Voilà un petit terme un peu barbare. La mitochondrie, qu'est-ce que c'est? On va en voir une tout à l'heure. C'est un petit endroit dans la cellule dans lequel on brûle les calories. Les experts pensent que ce sont d'anciennes bactéries qui ont un reste d'ADN. Et ces petites centrales énergétiques sont au cœur, justement, de toute cette question de l'énergie et du stress par les radicaux libres. C'est une fournaise. C'est comme, si vous voulez, un radiateur. Vous allez brûler du charbon ou du bois pour chauffer la maison, d'accord? Eh bien, ça fait des déchets, ça fait une corrosion de la chaudière. Et donc, dans ces mitochondries, il se passe quelque chose de très important. S'il n'y a pas assez d'oxygène, ça va réduire la capacité de transformer ces calories en énergie, mais ensuite, ça va augmenter les déchets. La corrosion va être plus rapide. Et par ailleurs, le nombre de calories qu'on va brûler tous les jours va donner la durée de vie de la chaudière. Ainsi, vous mettez 10 kg de charbon tous les jours pour l'hiver dans votre chaudière, elle va durer 20 ans. Il y a un réchauffement climatique, vous ne brûlez plus que 5 kg de charbon. Eh bien, vous allez durer 2 fois plus longtemps, votre chaudière va durer 2 fois plus longtemps. On peut dire, globalement, c'est assez réductionniste, un peu simpliste, bien sûr, assez brutal, mais c'est redoutablement efficace. On a pu le démontrer dans des études chez l'animal qu'on appelle de restriction calorique, qui date déjà de 1930 aux États-Unis. On a pu le vérifier chez 200 espèces. Si on réduit les calories brûlées, on va brûler pratiquement le même nombre de calories sur la vie entière, mais si vous brûlez moins de calories, ben vous allez mettre plus de temps à les brûler. C'est simple, mais c'est redoutablement efficace. Et donc, à Okinawa, on constate qu'il brûle 300 calories de moins tout en ayant plus d'énergie. Et ça, évidemment, c'est quelque chose qui pourrait nous inspirer. Donc, mieux respirer, on l'a vu. Aussi, éviter de faire des gros repas. Voilà une conclusion pratique simple. Parce que quand vous faites un gros repas, qu'est-ce qui se passe? Chez nous, c'est le dîner, le repas principal. Le matin, souvent, on n'a pas faim, on n'a pas le temps, on considère que c'est un petit truc. La France, c'est le modèle mondial de gastronomie, mais le petit déjeuner, pain beurré, confiture, café au lait, on ne peut pas faire pire. Même les Anglais qui ont une cuisine pourrie, il faut bien le dire, eh bien, mangent des œufs, du bacon au petit déjeuner. On ne peut pas faire pire. Donc, si vous voulez, le petit déjeuner français, il faudrait vraiment le muscler, le compléter. On conseille bien sûr depuis 40 ans, les nutritionnistes, de manger des céréales, de manger un œuf dur, de manger un kiwi, de boire un jus d'orange. Le fait de manger mieux le matin, ça permettrait de manger moins le soir. Pourquoi? Parce que si vous faites un énorme dîner, il y a plein de calories qui arrivent à la mitochondrie, ça se bouscule, on ne peut pas bien les traiter.
Les calories qui ne sont pas traitées peuvent faire du surpoids, mais elles ne font pas d'énergie. D'accord? Donc c'est extrêmement important de répartir correctement les calories, de faire un bon petit déjeuner, un bon déjeuner et un dîner plutôt léger parce que, en fait, c'est l'inverse de ce qu'on fait, parce que la nuit, on ne se dépense pas tellement. On aurait besoin de ralentir le mouvement. La nuit est un moment de récupération où le cœur devrait se ralentir, la température corporelle devrait baisser, et plus on mange le soir, plus on accélère son vieillissement au lieu de se réparer. Voilà. 78% de ce qui est consommé est végétal à Okinawa, et c'est extrêmement important. Nous, on a perdu ce côté urbain. On pense qu'il faut manger beaucoup de viande, de produits laitiers, de produits animaux, le midi et le soir. Malheureusement, c'est riche en calories, mais c'est pauvre en vitamines, en minéraux. Donc, il y a beaucoup de magnésium dans les végétaux, d'antioxydants, des polyphénols, dont nous a parlé Jean-Christophe tout à l'heure, l'acide gras oméga 3, d'iode dans les algues, et de protecteurs comme les phytohormones dans le soja. Et ça, c'est très protecteur. Le magnésium est nécessaire, comme vous le voyez ici sur ce schéma, à tous les stades de l'énergie. En haut, vous avez les graisses, les acides gras, les glucides. Pour arriver à l'énergie qui est la pile de l'ATP, tous les stades dépendent du magnésium. Or, c'est la carence la plus profonde, la plus intense dans la population. On en a à peu près 250 mg par jour, alors que pour ne pas faire de carence, il en faudrait 400. On en dépense en plus par le stress, et donc on aurait intérêt à considérablement augmenter nos apports en magnésium, avec le manque d'oxygène qu'on a vu tout à l'heure, avec l'afflux des calories excessifs à certains moments. C'est une cause majeure de faire moins d'énergie avec plus de calories et de faire plus des déchets, comme dans la chaudière, qui vont corroder nos molécules.